Bonjour les amis. Écoutez, par cette belle journée d'octobre, nous allons faire une petite vidéo sur quoi faire au rucher en octobre. Allez, je lance l'intro et je vous reprends. La première chose que je vois en arrivant au rucher, c'est l'activité qu'il y a sur les planches d'envol. Donc là, je vois une belle activité. On est en pleine mêlée de lierre. Les abeilles sont en train de pouvoir rentrer du pollen et du nectar, ce qui est une très bonne chose pour la constitution des réserves d'hiver. Un autre point très important à contrôler, c'est l'écart que vous avez avec votre ruche et le sol pour pas qu'il y ait de l'humidité. Alors si vous êtes à un endroit humide, il faut l'élever le plus possible pour qu'il y ait une bonne ventilation qui puisse se faire et surtout pas d'humidité qui rentre dans la ruche. Les ruches sont en bois, ça a tendance à absorber de l'humidité. S'il y a une mauvaise ventilation, il y a systématiquement de la moisissure, de l'humidité qui va pénétrer. Alors, l'humidité est l'ennemi numéro 1 des ruches. Les abeilles n'arrivent pas à lutter contre l'humidité. Les abeilles luttent facilement contre le froid parce qu'elles ont un moyen pour se réchauffer, c'est-à-dire d'agiter leurs muscles, leurs ailes, et elles développent de la chaleur. Par contre, c'est un défaut, c'est que ça consomme de la nourriture et ça use prématurément les abeilles. C'est-à-dire que si elles chauffent trop, les abeilles ont du mal à finir l'hiver. Plus on arrive à les économiser vis-à-vis de la chaleur, mieux c'est. Alors, attention, il ne faut pas rendre les ruches complètement hermétiques parce que vous allez mettre de l'humidité et alors là, vous allez avoir des maladies qui vont se développer dans la ruche. Donc, bien penser à ce que la ruche soit bien protégée de l'humidité, que vous ayez toujours une ventilation, et de l'aider à lutter contre le froid. Pour l'aider à lutter contre le froid, c'est d'isoler les toits. Ça, c'est primordial, bien isoler les toits. Et de plus en plus, il faut les isoler, surtout dans notre région. Notre région, on le fait depuis déjà pas mal de temps. C'est de les isoler aussi pour la chaleur. Et en coupant aussi le fond de la ruche. En mettant dessous, en coupant l'aération. Alors ça, je vous le déconseille de le faire tout l'hiver. Parce que vous allez créer systématiquement de l'humidité dans votre ruche. Donc cette partie, il faut bien la gérer. Alors, il ne faut pas me poser la question en me disant j'habite à X mètres d'altitude, est-ce que je peux mettre la plaque de fond de ruche pour couper l'aération de telle date à telle date. Je ne sais pas où vous êtes exactement, je ne connais pas les conditions climatiques, je ne sais pas comment est votre ruche, je ne sais pas combien d'heures elle passe au soleil par jour. Donc ça, c'est du bon sens, c'est à vous à le déterminer. Moi, je vous donne les conseils de base. Bien sûr, je fais un contrôle visuel complet de la ruche. Nous avons vu le devant, je regarde le côté, je regarde l'arrière, je regarde l'autre côté. Je ne vois rien d'anormal. Le toit est bien fermé. S'il y a du vent, il ne peut pas s'envoler. Je regarde maintenant le dessous de la ruche. Alors moi, elle est soulevée de 60 cm. Donc ça me permet de pouvoir regarder ce qui se passe dessous. Donc pour moi, la ruche, là, dans l'état où elle est, aujourd'hui, visuellement extérieur, il n'y a aucun souci. Donc là, je ne vais pas ouvrir ma ruche, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà fait des visites de regarder comment c'était l'intérieur, de savoir l'état de mes réserves, de savoir l'état de la ponte, est-ce qu'elle a rien de pont ou elle ne pompe pas, de savoir où il était ma bandelette, ma lanière contre l'anti-varroa. Mes deux lanières, si elles sont bien positionnées sur le couvain, donc je ne vais pas le contrôler, ça je ne vais pas le contrôler toutes les semaines. Je les laisse travailler, je les laisse rentrer, je ne vais pas être intrusif, aller toujours visiter à l'intérieur pour savoir ce qui se passe. L'intérieur c'est fait, là c'est un contrôle extérieur. Un point que j'ai oublié de vous dire, quand on est sur le devant, qu'on regarde la planche d'envol, c'est bien regarder, un frelon
un frelon asiatique. Donc, la petite arme fatale. Et voilà. Ça y est, celui-là il est mort. Donc c'est bon. Donc le dernier, le contrôle que j'ai oublié de vous dire, c'est la porte d'entrée. C'est de regarder que la porte d'entrée soit bien fixée. Aussi, c'est de regarder les déjections des abeilles, de voir s'il n'y a rien de normal, s'il n'y a pas de diarrhée, s'il n'y a rien. Là, je ne vois rien qui est anormal. Parce que vous voyez qu'il y a des abeilles qui rentrent du pollen et du nectar, les butineuses, et il y en a quand même qui font un vol de reconnaissance. Ce n'est pas des vols de propreté encore, hein. C'est des vols de reconnaissance. C'est-à-dire que les abeilles sont en train de repérer où elle est la ruche dans l'environnement, ensuite elles vont agrandir leur cercle et elles vont complètement après sortir de la ruche. Encore un autre frelon. Et voilà. Pour celui-là, c'est fini aussi. Malheureusement, quand on fait ça, on tue aussi des abeilles. Quand je vois par terre, je tue aussi des abeilles. Donc, mais bon, ça fait quand même plaisir de tuer du frelon. Ça fait quand même plaisir de tuer du frelon. Donc voilà, les conseils que je vous donne pour octobre. C'est des conseils simples, mais il faut les faire. Il faut faire ces contrôles, surtout au niveau de l'humidité. Alors si vous avez un doute au niveau de l'humidité, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur de votre ruche. À l'intérieur de votre ruche, c'est souvent sous le nourrisseur. Si vous avez de suite un nourrisseur ou un couvre-cadre, vous voyez si vous avez de l'humidité. Sur la tête des cadres, vous pouvez en avoir aussi, mais si vous en avez déjà, ça veut dire que vous allez avoir des soucis cet hiver d'humidité. Donc maintenant, on va passer un nourrisseur avec des lithots dessous, parce que vous avez été nombreux à me poser la question à quoi ça sert. Donc voilà, nous passons au nourrisseur type Nico. C'est un nourrisseur classique type Nico, hop, que je surélève. Alors, avec quoi je le surélève et pourquoi? Je le surélève avec des lithots et que j'achète ça à un magasin de grande surface de bricolage. Donc, je les colle et je les visse. Je les colle parce que ça jointe bien et je les visse pour pas que ça bouge, parce que même si c'est collé, le nourrisseur Nico reste quand même légèrement flexible, et quand vous les nettoyez ou que vous les tapez, sinon ça vous fait sortir vos lithots et vous êtes obligé de les recoller. Donc au moins j'ai de sécurité. Là j'enlève les capuchons. Donc les lithots me surélèvent. Je vous mettrai dans la description la hauteur que j'utilisais. Après, chacun met la hauteur qu'il veut. Me surélève le nourrisseur lorsque j'ai besoin de l'utiliser en nourrissement. Moi, j'ai toujours chaque ruche est équipée de son nourrisseur qui reste en permanence, son couvre-cadre qui est attitré aussi en permanence à une ruche, la grille à reine aussi qui est attitrée à une ruche. Même quand je nettoie, elles sont marquées et elles retournent sur la même ruche. Donc, je me suis mis sur le toit pour que ce soit plus explicite. À l'intérieur, j'ai mon couvre-cadre qui vient sur les cadres. Moi, c'est des couvre-cadres en plastique. J'ai besoin de nourrir avec du candy. J'enlève mon couvre-cadre. Je mets mon pain de candy sur la tête de mes cadres. Comme ça, elles l'ont à proximité. Et je pose par-dessus mon nourrisseur. Et avec la hauteur que j'ai entre la tête des cadres, le haut de la ruche et le tasseau que j'ai relevé, je peux poser mon pain de candy. Et de cette façon, je le mets bien là où je veux. Je ne suis pas tenu par les trous qui sont sur les nourrisseurs Nico, ou de retourner le nourrisseur comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on augmente fortement la surface de chauffe. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas une grande importance. Je ne vais pas le discuter parce que c'est vrai aussi.
Après, je suis peut-être un peu trop perfectionniste, mais ça c'est dans la nature des gens, on se refait pas malheureusement, on se refait pas. Par contre, en utilisant cette méthode, je me suis rendu compte qu'il y a moins de déperdition de chaleur. Moins de déperdition de chaleur, ça veut dire qu'on économise nos abeilles, parce que qu'elles dépensent de l'énergie pour chauffer la grappe, la ruche, elles s'affaiblissent et elles meurent plus tôt. Plus elles s'économisent, plus elles vivent longtemps. Plus elles se fatiguent, plus elles chauffent, plus elles meurent et plus elles consomment aussi de la nourriture. Donc ça me sert à deux choses, à préserver mes abeilles et qu'elles aient de la nourriture en permanence sans devoir rajouter du candy, ou quand j'en rajoute, je fais le nécessaire pour diminuer la surface de chauffe. Il y a d'autres façons de faire. Hein. Moi j'utilise celle-là parce que pour moi elle est plus facile. Quand je suis sur un rucher, quand vous faites sur un rucher 50 ruches, vous ouvrez, vous retournez tout, vous mettez, vous repartez et c'est fini, quoi. Parce qu'en règle générale, j'hiverne sur les mêmes pratiquement toutes les ruches et après quand je suis obligé de nourrir, j'ouvre pas une ruche pour mettre un demi-kilo, 1 kilo à côté, 2 kilos à côté, hein. Je regarde le poids des ruches et en fonction je nourris. Si elle n'a pas besoin de nourrir, bien sûr je ne la nourris pas, mais si elle a besoin de nourrir, je ne mets pas 500 grammes en disant on verra dans 15 jours comment ça se passe. Suivant la période, je mets 2 kilos et comme ça je suis tranquille. Je vous dis bien en fonction de la période. Je ne mets pas 2 kilos au mois de février, parce que au mois de février, certains mielés ont attaqué. Donc voilà, pour les gens qui se posent la question, à quoi ça me sert, bien, voilà la réponse. Semaine prochaine, un épisode sur le nourrissement, sirop, candy, miel, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, pourquoi. Je vais essayer un petit peu de vous aiguiller parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'abonnés qui me posent des questions là-dessus et que le nourrissement est quelque chose qui est vraiment abstrait pour beaucoup de personnes. Donc, semaine prochaine sur le nourrissement. Mais écoutez, on arrive à la fin de cet épisode et je vous remercie d'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.